Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit problème de dynamique. Donc, on a ici un enfant qui se trouve en haut d'un toboggan de 5 mètres. Donc voilà, il se trouve à enfin, le toboggan a une longueur de 5 mètres. L'enfant a une masse de 20 kilos et l'inclinaison du plan est donnée par l'angle θ qui est égal à 20 degrés. L'enfant va se laisser tomber. Et nous, on aimerait déterminer quelle a été son accélération durant le mouvement. Sachant que, évidemment, il y a des forces de frottement, donc qui s'opposent au mouvement, hein, simplement parce qu'il y a une friction entre l'enfant et le toboggan. Donc voilà, il y a une friction constante qui va dissiper une partie de l'énergie du système, ce qui va faire que l'enfant va accélérer moins vite que s'il avait été sur une rampe, par exemple, qui avait été mouillée ou voilà. Ok, alors du coup, le coefficient d'adhérence, enfin le coefficient de frottement cinétique, il est de 0,2. Voilà. Alors, déjà, faisons le bilan de l'ensemble des forces qui s'exercent. Donc, il y a dans un premier temps la force de pesanteur hein, qui est systématiquement présente. L'enfant dispose d'une masse, il se trouve sur le champ gravitationnel terrestre, il est donc soumis à son poids, donc à la force de pesanteur, qui est perpendiculaire au sol. On dirait pas trop ici, mais c'est perpendiculaire. Au sol et pas au plan. Il y a ensuite la force que l'on a évoquée tout à l'heure, qui était la force pas de soutien, la force de frottement. Donc c'est là, et alors là c'est une force de frottement cinétique parce que l'enfant est en mouvement, donc il sera soumis tout le long des 5 mètres de trajet à une force de frottement qui s'oppose donc au déplacement, donc qui est due à la friction entre les deux surfaces en contact. Et puis il y a la force également, la force de soutien, qui est une force qui est la force de réaction du support, donc c'est-à-dire que l'enfant évidemment ne s'enfonce pas dans le toboggan, donc c'est-à-dire qu'il y a une force euh, de soutien qui l'empêche simplement de tomber. Voilà. Et la question ici, c'est de savoir quelle a été son accélération. Alors, si jamais il n'y a pas de force de traction, c'est-à-dire que l'enfant se laisse tomber, hein, il n'exerce pas une force supplémentaire pour aller encore plus vite. Non, il y a simplement, il se laisse glisser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il va glisser? Si l'on décompose la force de pesanteur en deux forces, il y a donc en deux composantes. Il y a la composante parallèle, hein, je rappelle, donc composante parallèle, et il y a la composante perpendiculaire. Donc il y a ces deux composantes-là. Alors, en ce qui concerne la composante perpendiculaire, on en a parlé dans d'autres vidéos, c'est une composante qui est compensée par la force de soutien. C'est-à-dire que là, si on décompose la force de pesanteur, donc selon un axe qui serait comme ceci, donc l'axe des abscisses parallèle au plan et l'axe des ordonnées perpendiculaires au plan, si on décompose donc chacun de ces vecteurs, si on décompose le vecteur force de pesanteur selon les deux axes, donc il y a une composante parallèle, une composante perpendiculaire, une composante en x et une composante en y si on veut. Et en fait, on remarque que la composante perpendiculaire du poids, c'est en fait la force qui va s'exercer sur le support. Et donc, la force de soutien, donc qui émane du sol, va réagir, hein, le support réagit avec une force égale au poids qui s'exerce sur lui. Et là, souvent, l'erreur, ce serait de dire que la force de soutien, elle est égale en norme à la force de pesanteur, ce qui n'est pas le cas. En fait, c'est le cas uniquement dans un plan horizontal, donc dans un plan non incliné, où effectivement là, l'ensemble du poids de l'objet s'exerce sur le sol. Mais ici, on voit, lorsque l'on décompose le vecteur force de pesanteur en deux composantes, qu'il y a une des composantes, qui est la composante parallèle, qui ne s'exerce pas sur le sol. Cette composante-là va simplement, justement, contribuer à faire que l'enfant va glisser le long du toboggan. Donc il n'y a que la composante, le sol ne réagit pas à plus de force que ce qui s'exerce sur lui. Donc la force de soutien, mais ça j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, hein, la norme de la force de soutien, elle est égale à la norme de la composante perpendiculaire. La force de pesanteur, qui je le rappelle, est égale à mg fois cos de l'angle d'inclinaison du plan. Alors là, c'était pas alpha, là, c'était θ. Voilà.
Il y a en fait la force, la composante parallèle de la force de pesanteur qui, elle, contribue réellement à faire que l'enfant va glisser. C'est cette force-là, c'est cette partie du poids qui nous intéresse. Et alors, cette force-là, on la calcule donc de cette façon-là. Hein, également, on l'a démontré dans d'autres vidéos. Et, alors évidemment, il y a la force de frottement cinétique qu'il faut prendre en compte. Hein, parce que tout le long de son trajet, l'enfant va être soumis à une force de frottement constante. Alors là, on pourrait encore discuter et dire que c'est plus ou moins correct, parce qu'en réalité, les forces de frottement sont sujettes à des variations, hein, et qu'elles varient en vrai en fonction de la vitesse, comme les forces de frottement de l'air. Hein, parce que là, d'ailleurs, on ne prend pas ici les forces de frottement de l'air. Hein. Donc quand là, l'enfant va parcourir, voilà, va dévaler le toboggan comme ça, mais il est soumis quand même à la résistance de l'air. C'est-à-dire que il s'aventure dans un milieu d'une densité faible, donc qui oppose très peu de résistance, mais quand même. Donc on néglige la force de frottement visqueux, c'est-à-dire que la force de frottement qui est liée à la résistance du milieu. Ici, on ne prend en compte que la force de frottement sec. Les forces de frottement sec, c'est-à-dire les forces de friction, ici, entre les deux surfaces. En réalité, il y aurait aussi les forces de frottement dues à la résistance du milieu, mais on ne les prend pas ici en compte. Il parcourt pas beaucoup de distance, il acquiert des vitesses qui sont pas très importantes. Donc le milieu, on pourrait dire, et comme la densité de l'air est très faible, il y a une résistance du milieu, on pourrait dire qui est négligeable. Voilà. Mais c'est un modèle, voilà, qui n'est pas absolu. Et tout comme ici, il y a un modèle sur les forces de frottement, on dit que c'est égal à la norme de la force de soutien fois le coefficient de frottement cinétique. Ça, encore une fois, c'est un modèle, parce qu'on ne prend pas ici en compte la vitesse, alors que il y a un lien, mais c'est pas grave. Pour des petits parcours comme ça à faible vitesse, on peut considérer que cet effet-là est moindre. Voilà. Donc la force de soutien, ben, on l'a vu, hein, elle est égale à la composante perpendiculaire, donc c'est mg fois cos de θ. Donc voilà. Donc voilà comment on calcule la force de frottement cinétique. Donc voilà, ça c'est des petits rappels sur les formules. Alors maintenant on va étudier l'accélération du système. Alors, évidemment, il n'y a une accélération que sur l'axe parallèle au plan, que sur l'axe des abscisses. Hein. Voilà. Donc on va uniquement appliquer la seconde loi de Newton sur l'axe des abscisses. Hein, donc la somme des forces extérieures qui s'exercent, la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur l'individu est égale à la masse fois l'accélération. Donc on va maintenant étudier selon l'axe des abscisses, donc selon OX. Et on va donc projeter chacune des forces sur l'axe des abscisses. Donc on voit qu'il y a la composante parallèle ici, et puis il y a la force de frottement. Donc si on projette chacune de ces forces, ça nous fait FP parallèle moins FFC, qui est égal à la masse fois l'accélération. Pourquoi ? Ben parce que la composante parallèle de la force de pesanteur, elle s'exerce dans la même direction et dans le même sens que l'axe. Et la force de frottement cinétique, elle s'exerce dans la même direction, mais dans un sens opposé. Donc voilà. Donc si on fait la somme vectorielle des forces, en l'occurrence, ça revient à les soustraire. C'est-à-dire que la composante parallèle qui va faire qu'il y aura un mouvement, mais il y a quand même une force ici qui s'oppose, donc qui va un peu faire diminuer, on va dire, l'effet de cette composante-là. Donc s'il n'y avait pas cette force de frottement, le mouvement serait plus rapide. Donc là, il y a une diminution de l'influence de cette force, du fait de cette force de frottement qui s'exerce dans le sens opposé du déplacement. Donc on a cette équation ici. La somme vectorielle des forces, c'est toujours, quand on parle de somme vectorielle, il faut toujours bien comprendre qu'on parle de force. Donc c'est pas une somme algébrique, on fait pas cette force-là, la norme de cette force, plus la norme de cette force-là. On additionne des vecteurs. Là, en l'occurrence, c'est dans la même direction et dans des sens opposés. Donc les normes vont se soustraire. Voilà. Et nous, on cherche à isoler l'accélération. Donc l'accélération est égale à quoi? Ben, elle est égale à FP parallèle moins FFC sur M. FP parallèle, on a dit, donc c'est mg fois le sinus de l'angle. FFC, c'est mg fois le cos de l'angle fois mu, le coefficient de frottement cinétique. Voilà. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser le numérateur par mg. On a donc mg facteur de sin de θ moins cos de θ fois mu.
sur m. Les m se simplifient, et donc, on peut maintenant déterminer l'accélération en faisant une application numérique. Donc, g, hein, c'est une constante, la constante d'accélération gravitationnelle terrestre vaut environ 9,81. Je fais le sin de 20, moins le cos de 20, fois 0,2, hein, mu. Ben, c'est tout, en fait. Voilà. Il n'y a pas de fraction, puisque j'ai annulé le m. Donc, voilà. Alors, je vais démontrer, hein, dans une autre vidéo, que l'accélération, c'est g fois le sin de θ moins cos de θ fois mu. Voilà. Donc, on a une accélération d'environ 1,51 mètres par seconde au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'accélération de l'enfant, ici, sur le toboggan, 1,51 mètres par seconde au carré, ça veut dire que chaque seconde, la vitesse augmente de 1,51 unités. C'est-à-dire qu'au début, il a une vitesse de 0 mètres par seconde. Une seconde plus tard, il a une vitesse de 1,51 mètres par seconde, etc., etc. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est, et là c'est plutôt une question de cinématique, c'est quelle est la vitesse qu'il va acquérir à la fin du mouvement. C'est-à-dire que quand il sera arrivé, quand il aura parcouru les 5 mètres de distance, bah, quelle aura été sa vitesse? Quelle est sa vitesse à la fin? Et pourquoi pas, bah, allons-y en km/h. Voilà, comme ça, c'est un petit exercice. Alors, je rappelle, hein, la vitesse, on peut la calculer de différentes manières, mais ici, moi, je propose d'utiliser cette formule ici, qui a fait l'objet d'une démonstration donc, dans la vidéo qui traitait des différentes formules de cinématique, dans du MRUA. Là, c'est un MRUA. Hein. L'enfant est soumis à une accélération constante de 1,51 mètres par seconde au carré. Voilà, on connaît cette accélération. Il parcourt une distance de 5 mètres. Sa vitesse initiale, elle est nulle, puisqu'il n'a pas d'impulsion de départ, si on veut. Et la vitesse finale, bah, c'est ce qu'on cherche. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Ben, on isole VF. Donc, VF est égal à quoi? Elle est égal à la racine carrée de V0 carré plus 2AD. Donc, bon, ben, 0 ici au carré, ça sert à rien de le mettre, plus 2 fois l'accélération, donc 2 fois 1,51 fois 5. J'obtiens donc environ 3,89 mètres par seconde, ce qui me donne donc environ, hein, si je veux en km/h, il faut multiplier par 3,6, environ 14 km/h. Donc c'est pas mal. Voilà. 14 km/h, c'est pas mal. Évidemment, ici, c'est en considérant que tout le long donc de cette chute, entre guillemets, l'enfant n'est pas soumis à une résistance du milieu qui, normalement, aurait tendance à freiner encore un peu plus sa chute.